اليوم donc Allez, je confirme. parfait, parfait. Donc اليوم on va plutôt في البانel هذا باش نحكي شويه les types d'IA qui peuvent nous aider à traiter la fraude. قبيله سليم حكى على les trois approches par règle décisionnelle et اليوم كي نقولوا règle décisionnelle principalement donc باش نحكيوا على ce qu'on appelle les legacy systems. اليوم les legacy systems c'est on va dire c'est la plupart اليوم des assureurs ils sont encore sur des anciens systèmes, sur des anciennes techniques de on va dire de gestion de systèmes d'information. Avec Alej, on voit, on va dire, plusieurs sources de données, on voit plusieurs plateformes, un déploiement sur un système legacy, les déploiements, donc, que ce soit sur des plateformes on-premise ou bien récemment, donc, avec la nouvelle alternative liée en cloud. Donc, on voit très principalement le déploiement sur les data centers locaux des assureurs. اليوم كيف ولينا نحكيو شويه quand même على la construction de modèles chez l'assurance, des modèles qui peuvent traduire les phénomènes de fraude principalement ou bien des autres phénomènes dans les autres départements. Avec Alej, les trois profils principaux qu'on peut détecter, même si moi je suis connu de نفس التسميات هذوما اللي هما data engineer, les data analysts ou bien les data scientists, اللي نلقاو principalement les souscripteurs, نلقاو les actuaires ou bien نلقاو les agents. اليوم ça a un rôle business qui lie en fait l'ensemble des acteurs هذوما اللي هو le partage de l'information. اليوم dans un contexte de on va dire de lutte contre la fraude. Et dans un contexte de système legacy, il y a un manque énorme de communication entre les acteurs à droite. Il y a les approches qui sont, on va dire, généralement traitées au sein de l'assurance. L'approche par règle décisionnelle, où en fait c'est une approche, on va dire, semi-automatisée, qui est, on va dire, qui consiste en fin de compte à définir des règles binaires qui peuvent caractériser des situations suspectes. On a des exemples de situations suspectes avec des règles bien ficelées qui peuvent aider l'assurance à détecter les situations d'ADOMA. Par exemple, un sinistre vérifiant une de ces règles est considéré comme potentiellement, je dis toujours potentiellement, frauduleux et devra en conséquence faire l'objet d'une vérification, voire d'une investigation approfondie. Les règles retenues généralement correspondent à une formalisation on va dire d'un certain bon sens et de l'expérience des gestionnaires en matière de fraude. Certaines règles quantitatives peuvent être calibrées sur la base d'analyses statistiques, exemple seuil, fréquence ou coût atypique. Mais néanmoins, en fait, cet aspect quantitatif, il reste limité à une simple analyse statistique univariée. Donc, les types de fraude étant liés à la garantie considérée, donc les règles de décision sont généralement définies au niveau de chaque garantie. Les modèles, donc, ils peuvent retenir entre 10 à 20 règles par garantie. Ce qui peut aboutir, imaginons, à un corpus d'une centaine de règles, ça peut être très gênant par rapport à l'assurance. L'avantage donc de ce type de modèle, sa simplicité opérationnelle, donc c'est très important. Avec les systèmes actuels, ils vont considérer entre parenthèses legacy choix. Donc, et la mise en œuvre d'une telle approche ne requiert ni base de données spécifique, ni travaux de modélisation complexes. La notion de règle binaire, elle représente par ailleurs un caractère, je vais dire, intelligible pour l'ensemble des acteurs impliqués et qui peuvent ainsi participer à la construction du modèle et mettre en œuvre, le faire évoluer. اليوم les choses
il commence quand même à changer. هذاك علاش نحكيو machine learning. Juste pour mettre le contexte du machine learning avec l'IA, en fait, le machine learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle. Donc, avec علاش, lorsqu'on parle d'IA, on parle principalement de machine learning, mais ça n'empêche que l'intelligence artificielle, on a beaucoup de branches, mais l'analyse de fraude, on va principalement parler machine learning. Les avantages le machine learning, qui me on est en train, on a déjà synchronisé l'ensemble des acteurs qui sont en train de traiter la data, les data engineer, data scientist, data analyst, principalement en travaillant sur le même système. Ils ont accès direct aux mêmes données. Une modélisation, ça met à grande échelle ou bien at scale, donc qui peut aider l'assurance à plus de, on va dire, de transparence et d'agilité, la facilité de déploiement et surtout l'interprétabilité des modèles. C'est une, on va dire, c'est un challenge qu'on est en train de vivre en tant qu'Assurtech, FinTech, lié à l'interprétabilité des données, surtout pour faire face à ce qu'on appelle aux modèles black box qui sont qu'on a à un moment donné trouvé beaucoup de problèmes pour, on va dire, interpréter vis-à-vis à nos clients ou bien de l'assurance en général. L'approche, donc les deux approches automatisées proposées par le machine learning, même si vous pouvez me dire qu'il y a une troisième approche, ce qu'on appelle l'approche semi-supervisée, mais juste on va se focaliser sur les approches supervisées et non supervisées. Donc, le cas par exemple, un assureur qui couvre, on va dire, 100 000 contrats, donc il doit en général traiter en moyenne 20 000 dossiers par an avec une équipe de dizaines de gestionnaires. Les gestionnaires, ils peuvent réaliser une analyse approfondie de chaque sinistre sans risquer de compromettre la fluidité de l'ensemble de la gestion. C'est très important. Par ailleurs, en fait, la fraude, elle constitue un phénomène trop complexe, avec trop complexe et je dirais même pour être complètement appréhendé par un gestionnaire, puisque les recours à des modèles automatiques de détection constituent une nécessité, on va dire, opérationnelle pour lutter de manière efficace contre la fraude. اليوم نحكيو على les deux approches supervisées et non supervisées. Donc, notre choix en détail à l'approche, par exemple, supervisée, où en fait, c'est une approche qui vise à construire un modèle d'apprentissage statistique permettant on va dire, de prédire l'appartenance des sinistres déclarés à deux classes principaux. اليوم une classe de sinistres non frauduleux, donc là on a schématisé par Y égale à 0, et sinistres frauduleux. Ces modèles de classification, ils permettent en fait d'estimer la probabilité d'appartenance à cette classe-là, et le modèle en fait il est calibré à partir d'une base de fraude qui contient pour chaque sinistre du périmètre historique retenu, principalement les variables explicatives et les classes à laquelle ils appartiennent. Donc c'est très important, l'approche approfondie, de disposer d'une base bien construite, on va dire, de l'ensemble des sinistres qui contiennent les deux classes. Principalement les classes frauduleuses, ça représente un pourcentage très minime de la base réelle. Avec ça a une certaine complexité du phénomène qui impose de considérer de nombreuses variables explicatives issues de différentes sources. On a la base des sinistres, la base assurée, base commerciale, et en fait la création, c'est très important, ils ont mis beaucoup sur ça. La création de cette base, elle constitue en fait la principale contrainte opérationnelle de l'approche supervisée. L'approche, on va dire supervisée, elle vise à résoudre une problématique de classification principalement. Donc la démarche à mettre en œuvre, elle répond donc, elle reprend, on va dire, donc celle appliquée par les services de tarification qui m'a quand même fait le webinaire qui n'a pas la tarification. Donc on est en train de reprendre les mêmes démarches que la tarification.
dans des modèles de transformation, de rétention de propension, de traitement d'analyse de données, de sélection de modèles, estimation de variables ou bien la sélection des variables significatives. Donc, par exemple, c'est un exemple de structure de base de données de fraude. Toute la partie, par exemple, profil assuré, les échanges avec les gestionnaires, les aspects commerciaux ou bien les descriptions des garanties. L'approche supervisée, en fait, elle a, on va dire, deux spécificités majeures. Donc, la modélisation de la fraude, ce qu'on appelle les classes déséquilibrées, où les donc un sinistre frauduleux, il représente généralement moins de 1% de l'ensemble des sinistres de la base de fraude. Donc le modèle de prédiction qu'on va mettre en place, il va avoir en fait une performance, on va dire, fortement dégradée lorsque la classe cible, elle va appartenir à cette partie-là. On a aussi une spécificité aussi très importante, le nombre important et varié des variables explicatives, qui m'aurait compris la base de la fraude. Donc, on a plusieurs types de sources de données. Donc, l'apprentissage des modèles est réalisé sur, on va dire, une moyenne de 50 variables issues de différentes sources. La réalité des choses, on est sur variables explicatives, mais pour une meilleure performance, on doit vraiment faire impliquer l'ensemble des data sources de l'assurance. L'expression donc de ces variables dans le scoring de la fraude donc présente, on va dire, une forte complexité avec des multiples effets non linéaires et même avec les interactions. Les algorithmes de type machine learning, ils présentent dans ce contexte une réelle pertinence en raison, on va dire, de leur capacité à appréhender des données complexes, variées et volumineuses d'une manière automatique. Une deuxième approche, c'est ce qu'on appelle l'approche non supervisée. L'approche non supervisée, donc, elle représente on va dire, elle repose tous sur le même principe. La mesure de la singularité de chaque observation. La mesure AD, elle peut correspondre à une distance ou bien une densité estimée de manière locale ou globale. Les algorithmes Hadoma, on peut les répartir en trois grandes familles. Les méthodes de distance globale, les méthodes de distance locale et les méthodes de densité. Donc, en fait, ça va sonner chouette les data scientists ou bien les statisticiens, donc les Radin Yasmanfin. Et en fait, l'absence de variables cibles, ça implique qu'il existe vraiment, n'existe pas, on va dire, de phase de paramétrage de sélection de variables. Spécificité elle présente vraiment un avantage de la simplicité opérationnelle, mais l'absence de feedback sur la qualité du résultat, il peut parfois se révéler, on va dire, problématique. Avec Alesh, dans ce cadre-là, l'approche semi-supervisée, qui fait en fait le lien entre les deux approches. Juste pour finir avec l'approche donc non supervisé. Donc, c'est vraiment le fait de développer un modèle d'apprentissage statistique qui permet de regrouper les données en différentes classes, donc là, qui va le clustering, en différentes classes homogènes non connues a priori. Donc, le modèle, il va analyser la structure des données et classer les observations selon leur degré de similitude. Et l'objectif ne consiste plus, on va dire, à déterminer des règles permettant de prédire l'appartenance à une classe cible, mais principalement à identifier des règles de regroupement au sein de différentes classes définies par le modèle lui-même. Voilà, donc le choix, on va dire, de l'approche
à utiliser pour lutter contre la fraude. L'assurance, c'est vraiment, on n'a pas de standard à utiliser, mais ça dépend beaucoup plus de l'état des lieux, de l'historique de la base d'assurance, base sinistre et base assurée, et surtout la capacité de l'assurance à faire évoluer. Avec Alech, on propose toute une plateforme de machine learning qui implique l'ensemble des acteurs sur on va dire, sur la problématique de traitement de la fraude, parce que c'est vraiment un process. Donc, la partie gestion de projet, la partie build, là où on va impliquer vraiment les actuaires, on va impliquer les gestionnaires aussi pour traiter, on va dire, les approches, ou bien choisir les approches et valider. Le déploiement des solutions de lutte contre la fraude dans le système d'information et surtout le monitoring. Monitoring, Lyon, c'est très important. En fait, un modèle de machine learning, il n'est pas fait pour être rigide. Donc, c'est très important de le superviser, de l'alimenter en contenu en termes de données. Avec Alech, Lyon, on mise beaucoup sur le cycle de vie de machine learning et non pas ce qui est en train de se faire généralement avec ce qu'on appelle des experiments qui sont en train de se faire juste pour générer des résultats avec de l'accuracy, bien la précision bien élevée. Mais non, donc l'objectif c'est vraiment de faire vivre les modèles, de les faire, de les alimenter avec un pipeline de données très important. يعاونهم برشا باش يحسنوا les performances نتاعهم. Donc, كيف نعاود نرجع للبلاتفورم de machine learning de IDATIS اللي اليوم نحكيو على des phases de traitement de données, donc ce qu'on appelle l'orchestration des expériments. Le process classique de machine learning, la plupart اللي هو la validation des données, la préparation des données, le training, donc l'apprentissage, l'évaluation et la validation. نزيدوا عليهم des couches de déploiement sur le système d'information et de monitoring pour avoir un pipeline. En fait, c'est une espèce de DevOps, mais on s'appelle le machine learning, on s'appelle du MLOps, donc c'est du machine learning opérationnel, donc qui permet, on va dire,